Bonjour, donc je suis Sophie Andrieux, responsable de l'auditorium du MAGE. Vous êtes en direct et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette soirée consacrée au dernier roman d'Eduardo Halfon, Canción, qui vient de paraître aux éditions La Table Ronde. Ce roman a été traduit par David Fauquemberg et vous pourrez donc le trouver dans toutes les bonnes librairies et surtout dans la librairie du Mage qui est ouverte malgré la fermeture du musée tous les jours de 11 heures à 17h30. Merci beaucoup, Eduardo Halfon, d'être avec nous ce soir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est pas facile pour vous de vous exprimer en français. Merci de faire cet effort pour nous, mais pour nous rattraper, je vous promets qu'on vous invitera à l'auditorium en des temps meilleurs et comme ça, vous pourrez vous exprimer en espagnol et nous faire une grande traversée de votre œuvre. Et ce sera très bien. Mais pour ce soir, je ne doute pas du tout que ça se passe merveilleusement au niveau de votre français. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Alice Déon, donc, qui est votre éditrice et qui volera à votre secours si jamais des mots vous manquent. D'ailleurs, je remercie les éditions, Alice Déon, bien sûr, et votre attachée de presse, Anne-Lucie Boniel, d'avoir organisé avec nous cet événement. Je n'oublie pas celui qui est à vos côtés, celui qui a lu tous vos livres, celui qui parle de vos romans avec passion, Norbert Charny, donc journaliste en entendant Nadeau, qui donc sera à vos côtés pour discuter pendant une heure environ. Avant de vous laisser à tous les deux la parole, pour tous les spectateurs donc, qui nous regardent et qui nous écoutent, d'abord je vous remercie d'être là. Et juste pour vous informer que vous pourrez revoir cette rencontre sur la chaîne YouTube du MAGE ou sur notre site internet, sur la médiathèque en ligne. Nous avons mis en ligne il y a très peu de temps notre médiathèque. Ça veut dire que vous avez un contenu de plus de 500 vidéos d'événements qui ont lieu à l'auditorium ou dans d'autres espaces du musée que vous pouvez retrouver donc maintenant sur notre site, et vous pouvez donc faire des recherches par mots-clés, par thème, etc. Donc, je vous invite vraiment à y faire un tour. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous remercie à tous les deux. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophie. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Je n'ai pas encore tout à fait la pratique de ces Zooms. J'espère que ça marche. Donc, Eduardo, vous êtes l'auteur de 7 récits brefs qui ont tous été édités chez Quai Voltaire, avec une petite exception pour le premier livre qui a été publié par la Maison des écrivains et traducteurs de Saint-Nazaire. Donc, la première fois que vous êtes arrivé en France, c'est l'endroit d'où Tintin et le capitaine Haddock sont partis vers votre continent d'origine. Donc, tous les livres ont été édités chez Quai Voltaire et 2 d'entre eux, Deuil et Monastère, ont paru dans le livre de poche. Et puis, j'ajouterai un petit 8e qui s'appelle Halfon Boy, dans lequel apparaît un bébé Halfon qui s'appelle Léo et dont vous racontez très brièvement la naissance. Alors, tous ces récits ont des points communs. Pour les présenter rapidement, d'abord, vous êtes un écrivain de la rapidité, de la brièveté. Vous avez le goût du détail, vous avez aussi le goût de la digression et le goût du coq à l'âne. Et puis, l'autre caractéristique que je verrai, mais nous aurons l'occasion d'en parler, c'est la fusion entre le grave et le léger. Vous êtes capable, dans une même phrase ou à très peu de phrases d'écart, de raconter des événements tragiques et tout d'un coup de passer à quelque chose de très léger, évoquant une relation érotique, par exemple. Ces récits, l'autre point commun entre tous ces récits, c'est qu'ils mettent en scène la famille, la famille du narrateur, on reviendra sur ce terme, et en particulier 2 grands-pères. D'abord, j'ai envie de dire le maternel, Léon Tenenbaum, qui est né en Pologne, à Łódź, et d'un autre côté, le paternel, Édouard Halfon, qui est né à Beyrouth, on y reviendra. Et cette famille, elle a traversé pour partie la Méditerranée, et en tout cas, elle a traversé l'Atlantique pour s'installer au Guatemala, pays qui occupe une très large place dans vos romans, dans vos récits, pardon.
On reviendra peut-être aussi sur ce terme, roman ou récit, selon. Et donc, ce Guatemala joue un très, très grand rôle. Ça n'est pas qu'un pur décor, c'est aussi un pays dans lequel la tragédie est toujours très, très proche. Et s'il y a de la tragédie, il y a aussi du comique. On le verra à un moment ou à un autre. Alors, ma première question, c'est de vous demander un petit peu de situer Cancion dans ce cycle que j'ai évoqué, maternel ou paternel. J'ai déjà un petit peu donné la solution. Ouais. Bon, merci Norbert, merci Sophie, et bonsoir à tous. Et je suis très, très heureuse d'être ici. Et je m'excuse d'abord parce que mon français, c'est pas si bon. Hein. Je vais essayer de m'exprimer. Je peux parler français, bien sûr, mais parler de mes livres, je sais pas. On va essayer, Norbert, non? Tout à fait. Alors, Canción. Même titre en espagnol et français, Canción. Non? Pas chanson, Canción. Comme vous avez dit, Canción est situé dans un projet. Oui, c'est une espèce de projet de système solaire, si vous voulez, des livres, qui a commencé avec les boxeurs polonais. Oui, il y a 2 ans, 2008, que j'ai publié en espagnol un petit livre qui s'appelle Les boxeurs polonais. Et c'était un livre de 6 romans, très, très court, comme tout, non? Très court. Et un même narrateur, un autre Eduardo Alfon, pas moi, c'est lui, non? Et ces 2 épisodes, on dit épisode en français? Épisode oui. De la vie de cet homme, écrit comme petit roman, chacun, non? Chacun. Et je pensais, Norbert, que c'est tout, que c'est fini. Non? C'est un livre, au revoir. Mais 3 ans plus tard, 2010, un roman de ce livre continuait dans un autre roman qui s'appelle La Pirouette. Et c'est la continuation d'un petit roman originaire. Non? Mais déjà, dans le monde de mon père polonais. C'est l'histoire de mon grand-père polonais qui m'intéresse. 2013, monastère, le voyage à Israël. Mais c'est le monde de mon grand-père libanais et polonais. Je suis de plus en plus intéressé à mon autre grand-père, le grand-père libanais, mais pas directement. J'ai un peu de peur de cette histoire, non? Parce que je n'ai pas une histoire, une connexion directe avec lui. Mais c'était là. Signor Hoffman aussi, Signor Hoffman 2015, c'est le monde de Pologne, le voyage à Lodz, non, pour chercher la maison de mon grand-père. Mais avec deuil, quelque chose commence à changer. Non? Deuil, c'est un roman de le premier fils, comment on dit en français, le premier fils, l'aîné. L'aîné. Le fils aîné, oui. Le fils aîné de Monsieur Alphon, de mon grand-père libanais. Et je commence à rapprocher cette histoire, cette famille, son histoire d'exode, quand il avait sorti de Beyrouth, mais de distance déjà, non? Et c'est avec Canción que les choses changent beaucoup. Et je commence à faire une enquête de cette histoire, de l'histoire de mon grand-père libanais. Mais alors, Canción, il est dedans le même projet. Ce sont des livres, petits livres qui peut-être forment un grand livre.
C'est presque chapitre d'un grand roman. Non? Si nous attendons 20 ans, peut-être, on peut publier tout ensemble. Je l'envie, pas l'envie, j'ai la sensation que sont tout petits partie Oui. Oui. d'un grand projet, d'un grand livre. Non? Oui. Qui a commencé avec mon grand-père polonais et de peu en peu, il change, il cherche l'autre côté de ma famille, le côté arabe, le côté libanais. Non? Mais c'est le même projet, c'est le même univers. Alors, je pense aussi qu'un terme qui pourrait tout à fait s'appliquer, c'est celui de mosaïque ou de puzzle. Ah oui, bien sûr. Mais quand vous parlez d'une constellation, c'est aussi très, très clair parce qu'on voit très, très bien le lien qui existe entre les différents livres, tel que vous l'avez expliqué, en effet, avec l'évocation de Signor Hoffman, qui est aussi une pièce très, très importante de ce puzzle. Alors, vous l'avez déjà en partie dit, mais je voudrais revenir sur cette distinction entre narrateur et auteur. La première phrase du livre, c'est « J'arrivais à Tokyo déguisé en arabe ». J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce Eduardo Alphon, qui vous ressemble, mais qui n'est pas vous, sur lequel, justement, plane une certaine ambiguïté. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, Norbert, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire comme ça, non? Mais c'est évidemment un personnage, non? Un caractère, c'est fiction, mais je le prête mon nom, je le prête mon vie, et je le prête mon biographie, non? Mais nous sommes différentes. Nous avons un caractère très différent, un tempérament, on dit tempérament en français, tout à fait, oui. Très différent. Il fume, je ne fume pas. Non? Oui. Ça paraît une blague, mais c'est une blague importante, ça, parce que les cigarettes nous différencient. Non? Oui. Mais je voudrais que les lecteurs pensent que nous sommes une seule. Non? C'est une petite, quel est le mot en français? Un petit truco, une petite astuce. Astuce. C'est une petite astuce. Mais c'est une astuce sincère. Hein? Je ne mens pas. Je lui dis, c'est un roman. Non? Il s'appelle comme moi, mais ce n'est pas moi. Non? Nous avons beaucoup de choses que c'est pareil. Tous les deux, nous avons beaucoup de déguisements. Beaucoup de déguisements dans l'armoire. Je peux être un écrivain guatémaltèque, un écrivain espagnol, un écrivain juif, et aussi un écrivain arabe. Et c'est tout de masque, non? de partie de mon identité. Et très liquide, mais c'est une chose très juive, là, non? Tout à fait. Ce que je vous propose tout de suite, justement, puisque vous venez de parler de votre armoire remplie de déguisements, c'est que vous lisiez, vous en espagnol, puis moi en français, ce petit passage sur l'identité de l'écrivain. Con gusto, avec plaisir. C'est le début du livre, c'est la deuxième page, non? Et je vais lire en espagnol. C'est une page. Estaba en Japón para participar en un congreso de escritores libaneses. Al recibir la invitación unas semanas atrás y después de leerla y releerla hasta estar seguro de que no era un error o una broma, había abierto el armario y había encontrado ahí el disfraz libanés, entre mis tantos disfraces, heredado de mi abuelo paterno, nacido en Beirut. Nunca antes había estado en Japón y nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. ¿Escritor judío? Sí. ¿Escritor guatemalteco? Claro. ¿Escritor latinoamericano? Por supuesto. ¿Escritor centroamericano? Cada vez menos. ¿Escritor estadounidense? Cada vez más.
Escritor español, cuando ha sido preferible viajar con ese pasaporte. Escritor polaco, en una ocasión, en una librería de Barcelona que insiste en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París y algunos aún suponen que sigo allá. Todos esos disfraces los mantengo siempre a mano, bien planchados y colgados en el armario. Pero nunca me habían invitado a participar en algo como escritor libanés. Y me pareció poca cosa tener que hacerme el árabe durante un día entonces en un congreso de la Universidad de Tokio, si eso me permitía conocer el país. Merci beaucoup. Alors, je pense que comme c'est comme le yiddish, je comprends plus d'espagnol que je ne le crois. Mais je vais quand même lire en français pour les personnes qui sont un petit peu rebutées ou qui sont un peu étrangères à la langue espagnole. J'étais au Japon pour participer à un congrès d'écrivains libanais. En recevant l'invitation quelques semaines plus tôt, après l'avoir lu et relu pour être bien certain qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'une plaisanterie, j'avais ouvert l'armoire et y avais trouvé le déguisement libanais parmi tant d'autres déguisements hérités de mon grand-père paternel, natif de Beyrouth. Je n'étais encore jamais allé au Japon et on ne m'avait encore jamais demandé d'être un écrivain libanais. Un écrivain juif, bien sûr, oui. Un écrivain guatémaltèque, bien sûr. Un écrivain latino-américain, évidemment. Un écrivain d'Amérique centrale, de moins en moins. Un écrivain des États-Unis, de plus en plus. Un écrivain espagnol, quand il était préférable de voyager avec ce passeport-là. Un écrivain polonais, une fois, dans une librairie de Barcelone, qui tenait, tiens, absolument, à classer mes livres dans le rayon dévolu à la littérature polonaise. Un écrivain français, depuis que j'ai vécu un temps à Paris et que certains supposent que j'y vis encore. Tous ces déguisements, je les garde à portée de main, bien repassés et pendus dans l'armoire. Mais personne ne m'avait jamais invité à participer à quoi que ce soit en tant qu'écrivain libanais. Et devoir me faire passer pour un arabe l'espace d'une journée dans un congrès organisé par l'Université de Tokyo me paraissait peu de choses. Alors, vous avez donc une multiplicité d'identités, vous avez une armoire bien remplie avec les déguisements. J'ai envie de partir d'un trait de votre écriture que je n'ai pas encore évoqué, mais que personnellement j'aime beaucoup et qui m'a frappé dès Le boxeur polonais, c'est que très très souvent, la première phrase nous trompe. À un moment, là j'ai relu des passages de Cancion, par exemple, vous dites j'ai vécu dans un palais au fond d'une impasse. Par exemple, mais parce que le palais était le nom de la maison que vous donnez le nom que vous donnez à la maison de votre grand-père, pardon. Mais prenons la première phrase, simplement, ce que vous dites là. Mon grand-père libanais n'était pas libanais. Voilà. Donc, j'aimerais que vous parliez justement de cet art de la fausse piste sur lequel vous nous entraînez et je pense que c'est grâce à cette fausse piste que vous nous captez. Oui, c'est une question merveilleuse. J'adore. J'adore que vous dites, que vous notez ça, non? Parce que c'est pas seulement la phrase, non? Que je veux faire une petite astuce. C'est aussi le titre, non? Monastère, c'est un mot très catholique par un livre très juif à Israël, non? Qui cherche l'identité, mon identité comme juif, non? Mais le titre, c'est bizarre pour un livre comme ça. Le boxeur polonais, c'est un livre, c'est pas un livre de boxing comme beaucoup de personnes pensent, non? Comme vu le titre, le boxeur polonais. Et c'est un boxeur qui jamais apparaître dans le livre. C'est un personnage fantôme. Canción, c'est pas une chanson comme vous avez. C'est le surnom d'un personnage, non? Canción. J'adore ça. J'adore de faux pistes. J'adore. Je voudrais que le lecteur forme une idée et après casser cette idée.
amène le lecteur à une place qu'il ne savent pas. C'est bien dit? Oui, 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 oui. Je ne vais pas vous corriger. C'est par principe, je ne vous corrigerai pas parce que j'ai été très longtemps professeur de français et donc je ne veux pas vous corriger. Ok, Je ne c'est veux bien. pas. J'accepte. J'ai très bien compris ce que vous disiez et je pense que tout le monde vous comprend. Ok. Donc, je m'abstiens. Ok. Alors, je crois qu'il faut un petit peu maintenant qu'on parle de Kantian et qu'on résume. Donc, je vais vous laisser faire, c'est le plus simple. Hmm. On parle du congrès peut-être ou non? Je vous laisse faire. C'est un livre très difficile de résumer, non? De faire un résumé, parce qu'il il est beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, une peu page, un court livre, mais je vais essayer. Canción, je vais vous dire la naissance de Canción. Voilà. L'idée, d'où l'idée de Canción. 2018, oui, janvier, je suis à Guatemala. Et j'ai trouvé un petit livre que mon père m'a donné. C'est un livre écrit par une guerriero. Guerriero, on dit en français le même, non? Guerriero. Oui, oui, ou guerriera, puisque c'est une femme. Je crois qu'elle est Non, non, non. féminine. Non, non, Ah non. oui, 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 Un oui. homme, un homme, un homme. D'accord. Ah, pardon. Qui parle, qui a écrit son mémoire comme guerriero. Et en 2 pages, je trouvais l'histoire de le kidnapping de mon grand-père, hein, écrit en première personne par lui. Hein. Et dans cette testimony, il parle d'un personnage très, très bizarre, très intéressante, qu'il s'appelle Percy Amilcar Jacobs Fernandez. Et il dit, surnommé Canción. Pas pour, il ne peut pas chanter, mais le surnom vient de qu'il il était un boucher, non? Boucher en français. Boucher. Boucher, un boucher. Et le mot en espagnol, c'est un jeu de mots. Carnicero canción, c'est tout, non? C'est un surnom très bizarre que même le guatémaltèque ne comprend pas. Et j'ai cherché un stylo et à la main, je commence à écrire des phrases, des petites phrases. Il s'appelle canción, il s'appelle le decían canción, le decían. Et 5 ou 6 phrases après, je trouvais cette phrase. Le decían canción porque había sido carnicero. Il le dit canción parce qu'il était un boucher. Et c'est mystérieux, c'est bizarre. Et j'ai compris une chose. J'ai accepté d'écrire le kidnapping de mon grand-père si le personnage, ce n'est pas mon grand-père, mais mes chansons. Non? Et ça m'a donné la possibilité de créer de 2 grands thèmes que j'évitais. Mon identité libanaise et la guerre guatémaltèque. La guerre civile, le conflit entre le militaire et la guérilla qui a duré 36 ans. Mais c'est 2 thèmes que juste, qui avant ce moment, j'évitais. Je les, comment on dit, fouillé. Merci Alice. et avait trouvé 7 personnages, Canción, qui m'a donné la clé pour entrer dans le deux univers, non? L'univers libanais et l'univers guatémaltèque. Alors ça, là, c'est le noyau dont vous avez parlé. Et puis, l'autre partie, celle qui encadre le livre, qui forme une sorte de boucle, oui. C'est votre voyage, enfin le voyage d'Eduardo Alphon à Tokyo, oui. La rencontre avec Aiko. Oui. Au début, elle est anonyme, si je me souviens bien.
je crois même qu'elle porte un masque, comme que ça. Oui, oui, oui. Le livre commence au Japon, à Tokyo, avec le congrès d'écrivains libanais, et finit à Japon. Non, il était une boucle, vous avez dit, non, une espèce de Oui, pirouette aussi, non, une pirouette tout à fait. qui retourne. Et c'est important ça, Norbert, parce qu'au Japon, c'est la première fois que j'avais l'idée, non, ou la question, est-ce que je suis un écrivain libanais? Est-ce que je suis en libanais? Et qu'est-ce que signifie pour moi être le grand-fils, c'est Le ça, petit-fils. le petit-fils du Libanais? Mais c'est la première fois que je me pose à moi-même la question, non? Au Japon. C'est au Japon où ça commence, le petit voyage libanais, non? Et c'est bizarre que c'est Japon où il commence. C'est pas Liban, non, c'est au Japon. Où l'idée de le Libanais, le Libanité, non? Le Libanité, il commençait au Japon, au Tokyo. Alors, là, on a présenté le livre dans ses grandes lignes. On ne va peut-être pas entrer dans le détail pour laisser au lecteur le soin de découvrir pas mal de choses parce que j'ai parlé des débuts qui trompent, il y a aussi des choses trappes et il y a des mystères. Par exemple, il y a un mystère sur lequel je n'insiste pas autour d'une lettre que Eduardo Alphon a envoyée à son grand-père qui s'appelle aussi Édouard Alphon. Je me tairai sur cette lettre. Ce que je voudrais mettre en relief maintenant, c'est les personnages que vous évoquez. J'insisterai sur deux. Il y en a un que vous avez évoqué, c'est Cancion. Oui. Et l'autre personnage très, très important, c'est alors, excusez mon espagnol, la Roje. La Roje, oui. C'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? Oui, oui, oui. Aurelia Cruz. Oui. Et ce sont des personnages, alors l'épigraphe du livre, oui, l'épigraphe, c'est une phrase de Baudelaire sur j'aimerais tour à tour devenir victime et bourreau. Oui. Et ce sont des personnages qui sont alternativement victimes et bourreaux. Oui. Donc j'aimerais que vous parliez un peu plus d'eux et puis on reviendra peut-être un peu plus sur ce pays que nous connaissons très très mal, mais que vous décrivez de façon très très précise et très tranchée dans Signor Hoffman et dans Cancion et dans Deuil. Et voilà, mais peut-être insister d'abord sur ces personnages-là, à la fois victimes et bourreaux. Oui, Cancion, Percy, non? Percy Amilcar, la Roje, le surnommé de Rogelia Cruz, mais je vais adjoindre deux autres. Oui, oui, oui. Sarah, non? La femme, la guerrière qui vient à la barre, et Michel Fink aussi, la française. Oui, 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 oui. Non? 3 femmes, très importantes, 3 femmes dans le livre. Et les 3 sont de révolutionnaires. Et la figure de le révolutionnaire au Guatemala aujourd'hui, ce sont des victimes, ce sont des bourreaux, ce sont de non, c'est quoi ça? Ça dépend à qui vous demande. Les choses de la guerre, c'est toujours compliqué, c'est toujours contradictoire, c'est difficile savoir qui est bon, qui est mauvaise, non? Et ça dépend. Non? Pour moi, quand je suis en train d'écrire, toujours, j'ai besoin, toujours, et vous savez, Norbert, que c'est vrai, j'ai besoin d'une femme. Madame Maroshek, Lia, Aiko, Sarah, La Roche, etc., etc. Le narrateur, je pense, il est perdu, toujours perdu. Et pour chercher son chemin, il faut que quelqu'un vienne. Et ces personnes, c'est toujours une femme. Et en Deuil, c'est Doña Ermelinda. Vous vous rappelez Doña Ermelinda, le femme maya. Oui, au bord du lac. À bord du lac. Non? Et Rogelia Cruz, c'est une figure tragique.
tragique dans l'histoire de Guatemala. Une femme très belle, reine de beauté, c'est dit. Oui, tout à fait, oui, oui. De beauté, mais révolutionnaire en même temps. Et il l'a tuée d'une façon très, très, très barbarique, non? Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, la figure de Rogelia, ça dépend à qui vous demande. C'est un héros ou c'est une guerrière de gauche, une femme de gauche. Mais c'est pour ça, je pense, que la guerre, pour moi, le conflit, pas la guerre, mais le conflit, non? Le Shoah, le génocide au Guatemala, le génocide à l'ex-Yougoslavie, m'intéresse. Il a quelque chose pas défini, vague, non? Et la vague, l'ambiguïté, c'est c'est parfait pour la littérature. C'est un espace parfait pour faire de petites histoires, de petits contes, de petits romans. Je cherche l'ambiguïté quand j'écris. Alors, on n'a pas trop le temps de… Surtout, je vois par moments qu'il y a des personnes qui ont des difficultés de connexion, de son. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les personnages. Vous avez cité Michel Fink. Juste 2-3 mots sur elle quand même, si vous pouvez. Il faut que je me rappelle. Michel Fink a été une critique de cinéma français. C'est ça, oui. Non? Et pas très connu, je pense. Et très, très engagé, toujours. Non? En Afrique, je crois qu'elle a été à Algérie et Amérique latine, Cuba et le Mexique, et à la fin au Guatemala. Elle était tuée au Guatemala par le militaire. Et il y a un livre publié, mais sort de circulation, et publié par Joël Losfeld, et le père de Joël. Comment s'appelle Eric. Eric. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé une vieille copie. Et c'est un livre de le cri de Michel Fink et testimony de ses amis français, de ses amis guatémaltèques, qui racontent un peu de cette histoire. Il y a un café à Paris qui s'appelle Michel Fink. Vous savez? Ah non, je l'ignorais. Oui. Café Michel Fink. Oui. À la banlieue de Paris. D'accord. Ah, je crois, oui, ça me dit quelque chose, en effet. Oui. J'ai lu ça sur Internet. Alors, l'autre question que je voulais, qui est un petit peu le parallèle, c'est que le grand-père n'est pas non plus quelqu'un d'éminemment sympathique. Et c'est quelqu'un même qui, par certains côtés, est autoritaire, détestable. Oui. J'aimerais que, justement, c'est un petit peu le contrepoint, si je puis dire. Et puis, si on doit parler de gens franchement pas sympathiques, il y a les représentants américains, United Fruits, parce que ça, vous l'évoquez aussi. Oui, l'histoire guatémaltèque, non, c'est marqué par les Américains. L'histoire du Guatemala contemporaine commence avec l'intervention américaine pour remplacer le président Arbenz, non? Le deuxième président démocratique voté démocratiquement. Oui, élu démocratiquement. Élu, c'est ça, élu. Avec des idées très, très, très révolutionnaires, spécialement la redistribution de terres, non? De redonner les terres à les indigents. Ça ne marche pas pour les Américains. Non? Il a coupé cette idée. Et ça marquait Norbert. Le commence de gouvernement militaire, dictatorial, génocide, qui continue aujourd'hui. C'est pas fini cette période. Maintenant, c'est moins évident. Oui, le président de Guatemala, c'est pas un militaire,
mais le force de le Paris, du pays, c'est le militaire. C'est d'ordre de lui? Oui, oui, ce sont eux qui le contrôlent. Oui, bien sûr. Tout Bien à sûr. fait. Non? Tout à fait. Et ça Alors, commence avec le United Fruit Company. Non? Ça c'est le début de la guérilla au Guatemala. alors, comme je vous le disais au début, il y a un point sur lequel qui me paraît important, et je dirais presque que c'est mon coup de foudre. C'était le boxeur polonais. C'est comme ça que je vous ai découvert, par le boxeur polonais. Et dès le premier paragraphe, il y a ce mélange d'humour et de gravité, de tragique. Alors, de mémoire, vous citez un numéro 59 604, vous le lirez vous-même mieux que moi, et vous dites, mon grand-père me faisait croire que ce numéro qui était tatoué sur son avant-bras était son numéro de téléphone, parce qu'au Guatemala, on a 5 chiffres. Ouais. Alors, je voudrais insister, je voudrais m'arrêter sur ce ton qui est le vôtre et cette façon de toujours entremêler le tragique et, je ne vais pas dire le comique, mais le léger. Non, et je ne veux pas dire le tragique aussi non oui, plus. vous avez raison. Je veux dire la solemnité. C'est la solemnité. Je cherche l'humour, Norbert, quand la solemnité, c'est trop. Oui. Et la solemnité de la Shoah, du numéro, il a besoin un petit peu une valve en français, une valve de sécurité, enfin. De sécurité, une valve d'escape. Si. Oui. Une petite chose qui allégérait la situation, non? La solemnité. Et ça passe aussi à Canción. Le thème d'un kidnapping de mon grand-père, c'est très solemne, c'est très, très sérieux, c'est très tragique aussi, non? Bien sûr. Comme vous avez dit. Et l'humour, c'est nécessaire. L'humour, pas de blagues, mais de petites choses, non? Oui. On peut donner, il y a un exemple très simple dans vos livres de cette valve, ce sont les parenthèses. Ah, vous utilisez beaucoup les parenthèses pour ça. Voilà. Oui. Alors, dans la scène finale, c'est évident, mais même là, par rapport à ce que vous dites, et je crois que c'est important, en effet, ça, il y a quelque chose aussi qui est très, très important, c'est que vous refusez tout pathétique, tout pathos. Je veux dire que c'est une écriture dans laquelle l'émotion est estompée, c'est-à-dire voilà, c'est le travail je dirais que c'est le travail du lecteur. Oui. Donc voilà. Alors ça, c'est une constante de vos livres. Et même dans Deuil, je crois. Oui, oui, Deuil, c'est un thème tragique, solemne. C'est la mort d'une petite fille, non? D'une enfante. Un petit garçon. D'un petit garçon, je suis désolé. D'un petit garçon. C'est nécessaire, je pense. Je ne sais pas, Norbert, si c'est une chose mienne. C'est une humeur très juif, non? Tout à fait, oui, oui. Je pense. Oui. D'utiliser l'humour comme ça, comme une soupape de sécurité, Alice m'avait dit. Oui. Non? Oui, et le parenthèse, c'était intéressant. Je n'ai jamais réfléchi à ça. J'utilise le parenthèse pour faire pour décresser, pour la solennité, le sérieusness, le sérieux, non? Oui. De le la caractère situation. trop sérieux, oui. Oui, Deuil aussi. Oui. Alors, je vous propose une deuxième petite lecture pour que les auditeurs et spectateurs se rendent compte de votre style. Alors, j'explique un tout petit peu. C'est un passage. Alors, moi, c'est parmi mes scènes préférées parce qu'elles sont très drôles. C'est les scènes au bar. Oui. Et ce bar, j'avoue que je ne sais pas encore très très bien à quoi il sert ce bar, mais visiblement, Eduardo a besoin de ce bar. Et il y a une femme là qui est un peu curieuse que vous allez présenter d'abord en espagnol et je la présenterai ensuite en français. Oui. C'est la page. Oui. J'étais arrivé trop tôt. Oui. Comment on dit en français, Alice, un bar de mala muerte? Non sais. Oui, de crapule. Ouais, oui. Rouge.
un bouge, Oui. Bouge. malfamé, un endroit Ok. un peu malfamé. C'est un vieux bar au Guatemala avec de mauvaises personnes Des gens sospechosas. louches, des gens louches. Des gens- Mal fréquenté. Voilà, mal Voilà, fréquentés, voilà. oui. C'est... Alors, je vais lire. Leo. Llegué demasiado temprano. Me dirigí a la barra y saludé al cantinero, un viejo vestido con camisa blanca y pantalón negro que parecía llevar toda la vida ahí, detrás de esa misma barra, preparándoles tragos a esos mismos clientes. ¿Qué le sirvo, caballero? Me sorprendió haberle oído. Bisbiciaba sin abrir la boca, como un ventríloco, hasta que advertí que en el bar reinaba un silencio casi total. Nada de música, pocos y solitarios comensales. Le pedí una cerveza negra modelo y me fui a esperar la mesa más retirada de una televisión insonora colgada del techo. En la mesa de al lado, dos hombres compartían un octavo de ron y un plato de papas fritas. En otra, una señora mayor, en minifalda y con demasiado pintalabios, hojeaba el periódico rápidamente, sin mucho interés, acaso solo viendo las fotos. En otra, un señor con saco y corbata de notario malogrado sostenía con ambas manos su vaso de whisky, casi aferrado a su vaso de whisky, mientras me observaba serio y sin ningún recato. Noté que en la pared detrás de la barra, en un antiguo escaparate de madera con puertas de vidrio, había una serie de diplomas y medallas de oro y grandes trofeos de plata y un pequeño ocelote disecado en posición de ataque. Lejos, del otro lado del bar, estaban las dos puertas contiguas y estrechas de los baños. El de hombres señalando con un recorte de revista de un joven y empolvado Clint Eastwood, el de mujeres con un recorte de revista de una despampanante Marilyn Monroe. Por el ventanal se veían las siluetas y luces del tráfico del centro. Empezaba a anochecer. Acerqué el pequeño cenicero de barro que estaba sobre la mesa, encendí un cigarrillo y me quedé mirando ansioso la puerta de entrada, pensando que un bar ubicado en la esquina de un edificio redondo es sin duda metáfora de algo. Merci beaucoup. Je vais lire en français. Ouais. J'étais arrivé trop tôt. Je me dirigeais vers le comptoir et saluais le barman, un vieil homme en chemise blanche et pantalon noir qui semblait avoir passé toute sa vie là, derrière ce même comptoir, à servir ces mêmes clients. « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ?» Je fus surpris de l'avoir entendu. Il susurrait sans ouvrir la bouche comme un ventriloque, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il régnait dans le bar un silence quasi absolu. Pas de musique, des clients rares et solitaires. Je commandai une bière Negra Modelo et allai l'attendre à la table la plus éloignée du téléviseur insonore suspendu au plafond. À la table d'à côté, deux hommes partageaient un huitième de rhum et une assiette de frites. À une autre table, une dame d'un certain âge avec une mini-jupe et un excès de rouge à lèvres lisait le journal en diagonale, sans grand intérêt, se contentant peut-être de regarder les photos. À une autre encore, un homme en veste et cravate, de notaire véreux, tenait à deux mains son verre de whisky comme s'il s'y agrippait, tout en me dévisageant, l'air grave, sans gêne aucune. Je remarquai sur le mur derrière le comptoir, dans une vieille vitrine en bois aux portes vitrées, une série de diplômes, de médailles d'or, de grands trophées en argent et un petit oslo empaillé en posture d'attaque. Plus loin, à l'autre extrémité de la salle, se dressaient les deux portes contiguës et étroites des toilettes. Celle des hommes, indiquée par la photo, découpée dans un magazine d'un Clint Eastwood jeune et poussiéreux. Celle des femmes, par une Marilyn Monroe resplendissante. À travers la baie vitrée, on apercevait les silhouettes et les lumières de la circulation du centre-ville. La nuit commençait à tomber. J'approchai le petit cendrier de bar posé sur la table, allumai une cigarette et me mis à guetter anxieusement la porte d'entrée, en songeant qu'un bar situé au coin d'un bâtiment circulaire était forcément la métaphore de quelque chose. Alors, j'ai une question culturelle à vous poser. Est-ce que, comme en Argentine, le bistrot que vous évoquez, ça s'appelle la esquina? Parce que je crois qu'en Argentine, il y a les cafés qui font l'angle, comme ça on dit l'esquina ou un mot comme celui-là.
Oui, je ne comprends pas la question. Le bar, Oui, vous savez, je crois, il y a un mot en Argentine pour désigner ces cafés qui sont à l'angle. à l'angle, je ne sais pas, je ne connais Oui, pas. à l'angle des rues. Il me semble la esquina, Oui, Esquina. esquina, mais esquina, c'est le coin. C'est le coin, voilà, c'est le Oui, bar du coin. le bar de coin, le barrio de l'esquina. Oui, mais Oui, au Guatemala, non. d'accord. Non. Alors, Alors, ben, vous euh, avez le livre, est-ce que vous avez le livre de l'édition? C'est j'ai. l'édition, oui, l'espagnol, c'est très différent. Vous l'avez vu? Ah oui, C'est très, très guatémaltèque. d'accord. Ah, non? Et est-ce que les Guatémaltèques, comme ont les mêmes goûts à peu près en matière de décoration que les Mexicains? Est-ce que vous avez aussi Oui, ce goût du kitsch? oui, 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 Oui. oui, Bon, oui. je peux aller au Guatemala, alors C'est ça va, c'est pareil, bien. beaucoup, oui, oui, C'est oui. bon. Je peux aller au Guatemala. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose de vers la fin. J'ai parlé de la boucle. Alors, vous savez, la boucle, c'est quelque chose qui a été, je ne vais pas dire théorisé, mais mis en récit dans un très, très beau livre de Daniel Mendelssohn qui s'appelle Trois anneaux. Et il en avait déjà parlé dans Les Disparus. Et vous comprenez pourquoi j'ai tellement aimé vos livres et pourquoi j'aime tellement les siens, c'est qu'il y a une sorte de proximité que l'on trouve aussi chez Sebald. Mais je vais aller plus directement à ma question. C'est celle de la communauté entre les, je ne vais pas dire les victimes, c'est pas le mot. Je vais lire le passage, ça sera plus simple. C'est au début, donc au début, à la fin, on est à Tokyo. Et à la fin, vous parlez avec Aiko de son grand-père. Et vous avez cette très belle phrase. J'allais lui répondre que je comprenais bien le silence des grands-pères survivants, que je comprenais bien les marques qu'ils portaient dans la peau pendant le reste de leur vie. Mais je me contentais de finir mon café dans cet endroit confortable, plaisant, presque familier. Voilà, vous avez évoqué à propos de Pirouette les guerres en Yougoslavie. Mm. Donc, et vous dites bien, vous avez bien insisté sur le fait que ces événements, ces événements que l'on croit localisés ont quelque chose de commun. Oui, Mais partons déjà de ce que vous écrivez là. oui. J'ai une question pour vous, Norbert. Allez-y, Vous êtes le fils d'une survivante, non? tout à fait. De la Shoah, comme ma mère. Non? Ma mère, c'est la hija, la fille d'une survivante. Je suis le petit, Vous êtes la troisième le génération. troisième génération. Et je crois que c'est une chose importante pour parler de trauma, Alice. Ce même mot en français. Trauma? Oui, de traumatisme ou de trauma. Traumatisme. Je Oui. crois que la distance, c'est impératif. La distance temporelle, l'objectivité pour parler de le kidnapping de mon grand-père. Je ne crois pas que mon père peut le faire. Non? Il est très proche à cette tragédie dans la famille. C'est un thème tabou aux familles. On ne parle pas de le kidnapping de mon grand-père. Même le Auschwitz, toute l'expérience, tout le testimony de mon grand-père libanais, c'est interdit. C'est interdit. Quand j'ai publié Les boxeurs polonaises, mon oncle, les trois oncles, non, les trois fils de mon grand-père, ça fâchait beaucoup. Ça fâchait beaucoup. Ils ne me parlaient pas. Parce que je fais public une histoire privée. Non? Mais je peux le faire. Je suis distancé de l'événement, de le trauma, pour parler de ce trauma avec distance, avec objectivité. Et je crois que c'est nécessaire. Et quand je trouve Aiko, non? Quand je trouve un petit fille d'une survivante de Hiroshima, de la bombe, il y a quelque chose qui nous unit, nous unit. Non? Et je crois que c'est l'union qui devient de la tragédie. Et je crois que c'est cette union que vous et moi, nous avons aussi. Non? Nous nous comprenons parce que nous Oui, sommes de filles et de petites-filles
de survivante, d'une grande tragédie. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Alors, ce qui est très frappant d'ailleurs dans le passage que j'ai lu, le fait que à un moment, vous vous éloignez de la tragédie en disant dans la deuxième phrase, je me contentais de finir mon café dans cet endroit confortable, plaisant, presque familier. Vous venez d'aborder quelque chose qui est terrible, Oui. puisque si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, le kimono du grand-père est resté gravé sur sa peau au moment quand la bombe a explosé, Oui. de l'explosion de la bombe. Donc il y a quelque chose comme ça de très intense. Et le café. Le café. Oui. Alors, il y a autre chose que vous avez dit et qui m'intéresse beaucoup parce que vous venez de dire que vos oncles, enfin les gens de votre famille s'étaient fâchés avec vous quand vous aviez abordé dans vos livres ça. C'est-à-dire que vos oncles, en gros, n'ont pas compris qu'il y avait deux Eduardo Alphon. Il y a le vrai, celui qui est le père de Léo, qui vit en France en ce moment, et puis il y a un personnage de fiction. Oui. Et dans le roman, dans le récit, pardon, enfin peu importe, vous dites, il y a un moment, ce passage, à la fin, ça se passe très très mal pour le Eduardo Alphon parce que le public l'accueille avec une certaine irritation, Oui. énervement. Et vous dites, tout écrivain de fiction, parce qu'on le traite d'imposteur, Oui. tout écrivain de fiction est un imposteur. Et là, j'aimerais que vous développiez, parce qu'on est dans une tendance en France aujourd'hui, mais peut-être pas seulement en France, où justement cette notion d'écrivain de fiction et imposteur sont, je dirais pas que sont absents, mais sont limités par justement le réel. On est dans le témoignage et dans le... Il faut témoigner, il faut raconter Oui. exactement. C'est un grand thème, non? Ah très, oui. très, très, très grand. Pour moi, Norbert, la littérature, le travail de fiction, de fictionnalisation, non? C'est un théâtre. C'est un théâtre. Non? Et la question importante, ce n'est pas si c'est réel, mais si c'est vrai. Ce n'est pas la même question. Non? Non, bien sûr. Non? La réalité et la Vérité, vérité, ou vérité, oui, vérité, vérité. la vérité. Et je cherche la vérité. Mais une vérité pas rationnelle, une vérité émotionnelle. Oui. Une vérité de ecstasy, a dit Herzog, le cinéaste. Non? La vérité de ecstasy. Pas la vérité d'un pensament, d'une forme de réfléchir. Et pas la réalité aussi. Pour moi, c'est un théâtre. Non? Et le personnage, il fait de drama, de dramatisation. Comment s'appelle le bras mot de fond de théâtre? Le décor. Le décor, Oui. c'est réel. C'est ma vie. Non? Oui. C'est la vie de ma famille. C'est mon grand-père. C'est Guatemala. C'est tous mes déguisements. Non? Mais ce sont des déguisements pour les acteurs. Mm. C'est une imposition, c'est une imposture, le drama. Mais c'est fiction. Et la fiction, c'est la petite pièce que je monte à des ventes de le théâtre, devant Devant la scène, devant la scène, devant la scène, oui, 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 oui. Ou oui. sur la scène, quoi. Sur la scène, pas devant, sur la scène, oui. Sur la scène. Sur la scène, au premier plan. Oui, d'accord. Oui, okay. oui, oui. Alors, j'ai encore deux questions à vous poser. L'une, je commence par la première. Vous l'avez dit un peu au début, hein, vous avez dit que vous étiez parti du boxeur polonais. Pour moi, c'est un texte important. Est-ce que vous le considérez comme le cœur, vous avez évoqué comme métaphore une constellation? Est-ce que c'est la planète centrale? Voilà, est-ce que c'est le soleil? Je sais qu'il y a un soleil, mais je ne sais pas. De temps en temps, je pense que c'est le boxeur polonais. Mais si vous voulez être plus précis, c'est les numéros de mon grand-père. Ah oui. Non? Ça c'est l'image de quel tout c'est né, non? De quel tout sort après. Non? C'est le numéro de mon grand-père.
mais je ne sais pas encore si c'est le soleil, cette histoire. C'est le debout, oui, Oui. c'est le debout. Vous savez, c'est intéressant parce qu'il se trouve que j'ai lu il y a quelques jours un livre de Eduardo Berti, qui est argentin, oui. et dans lequel il parle aussi du numéro. Et vous savez, Primo Levi a fait inscrire sur la tombe. Sur sa tombe. Je sais. Voilà, et comment Simone Weil, sur son épée d'académicienne, avait mis son numéro. Oui. Et puis, bon, si je peux me permettre cette anecdote personnelle, mon père a souvent joué au loto son numéro à 17 602, mais il n'a jamais gagné, ou plutôt au tiercé. Donc, cette histoire de numéro, je pense que ça serait intéressant de voir ce qu'elle signifie chez d'autres survivants. Et ma dernière question, c'est celle de l'écrivain que vous êtes. Alors, on a évoqué, nous avons lu ce passage sur écrivain latino-américain, écrivain guatémaltèque, etc. Quelle définition vous donneriez, qu'est-ce que vous diriez de votre identité d'écrivain? Quel écrivain êtes-vous? C'est difficile. C'est difficile parce que vous savez que je suis un ingénieur. Je fais mes études d'ingénierie. Je n'ai jamais lu, jamais. Comme adolescente, je trouvais la littérature très tard, j'ai presque 30 ans quand je l'ai trouvée. Et pour moi, je me sens comme un invité à cette fête. Ce n'est pas ma maison de littérature. J'ai déjà 20 ans plus tard, 15 livres plus tard, et je déjà me sens comme un invité, comme un intruder in English. Oui, je comprends. Comment dire en français? Un intrus. Un intrus. Oui, avec mon déguisement, je me déguise d'écrivain. Non, j'ai une pipe, j'ai de pantoufles, je la pose et je sais le faire. Je sais comme parler comme un écrivain, mais c'est pas moi, non. Et c'est pas mon c'est pas permanente. Je peux sortir. J'entrais tard, je peux sortir demain et faire une autre chose. J'écris parce qu'il faut que j'écris. J'ai quelque chose à dire. S'il y a un autre livre, je ne sais pas. Pas encore. Ce projet, il n'y a pas de planification. C'est tellement improvisé, tellement. Tout livre, ça m'impose. Je ne sais pas s'il y a un autre. Alice, je suis désolée, mais je ne sais pas encore. Peut-être oui, peut-être non. Mais il y a pas mal d'inédits. Enfin, moi, j'ai regardé votre bibliographie en espagnol. Malheureusement, mon espagnol est trop faiblard pour que je vous lise en espagnol, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui peuvent encore être traduites. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Oui, il y a 2 ou 3 peut-être. Que peut-être oui. On verra. On verra. Je crois que ce sera le mot de la fin. Eduardo, je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes et je remercie aussi, bien évidemment, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui nous a accueillis. Il y a eu des moments où ça vibrait, le son, parce que, évidemment, Internet, ce n'est pas le direct. Et donc, si je peux faire une dernière demande à Sophie Andrieux et au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est de vous retrouver parce que j'ai prévu d'écrire longuement sur vous. Donc, je serai très heureux de vous retrouver en vrai. En vrai, moi aussi. Je fais écho de tout ça. Voilà. Avec plaisir. Vivement qu'on puisse se retrouver tous en vrai. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous deux pour cet échange passionnant. Merci. Merci. Et à bientôt en vrai. À bientôt. Merci Sophie. Merci. Merci, au revoir.